Alors voilà pour les principaux arguments. Après, la question, c'est comment? Comment construire en bois? Alors, comment construire en bois, comme je le disais tout à l'heure, on a effectivement différents systèmes constructifs. Alors, vous connaissez pour la plupart, comme je le disais à l'instant, l'ossature bois, qui représente, je dirais, quasiment 85% de ce qui se construit en bois dans le monde, c'est de l'ossature bois. Donc, vous aurez dans 8 à 9 chances sur 10 d'avoir face à vous un professionnel qui est compétent sur l'ossature bois. Mais on a en fin de compte trois autres techniques. Alors le poteau-poutre, je l'ai un petit peu cité avec son ancêtre, le colombage, qui a aussi un intérêt justement pour libérer des portées ou libérer des volumes, pour par exemple avoir des volumes un peu plus vitrés, pour aussi faire un remplissage autre, comme c'était le cas historiquement avec le colombage, où on mettait de la brique, on mettait du torchis, tout un tas de matériaux autres. Et donc le poteau-poutre amène quand même encore des arguments qu'on peut combiner à l'ossature bois. On peut très bien faire une structure porteuse en poteau-poutre et puis faire un remplissage en ossature bois. Pardon. Et puis ce qui différencie un petit peu les deux, ossature bois, poteau-poutre, c'est, vous l'avez vu sur les photos, c'est leur massivité. Et je pourrais faire le parallèle avec la charpente. On a d'un côté le parallèle de la charpente industrielle, c'est l'ossature bois. On a une succession de petites sections de bois qui sont à anthrax régulier, plutôt rapprochés, et qui forment une structure au global qui est portante. Alors que le poteau-poutre, c'est un peu le parallèle de la charpente traditionnelle, une structure très massive, autoportante, sans voile de contreventement. Alors, le voile de contreventement, c'est le panneau OSB qu'on retrouve sur la photo de gauche dans l'ossature bois qui permet de stabiliser la structure d'un point de vue vent. Donc ça, je dirais, l'ossature bois et les poteaux-poutres, c'est la famille dite des ossatures. Et ensuite, vous avez la famille des bois massifs, où dedans on retrouve deux techniques principalement. Le bois massif empilé, alors c'est un peu traditionnellement, c'est la cabane du trappeur, le chalet savoyard. C'est des techniques voilà, sous forme de madrier, comme on le voit sur la photo, ou sous forme de rondin, donc il y a différentes déclinaisons. Et puis un nouveau système qui est sur la photo de droite, c'est le panneau lamellé croisé, qui est ni plus ni moins du bois banché. C'est un peu comme le béton banché qu'on retrouve traditionnellement sur des constructions. Et ben là, c'est du bois, je dirais, un peu équivalent à du bois, entre guillemets, banché. C'est des murs pleins en massif, bois, qui sont porteurs et qui vont ensuite servir de support pour un isolant, pour un parement intérieur, extérieur. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ces différentes techniques constructives. Voilà, ça c'est vraiment les quatre à retenir, pardon, en sachant que l'ossature bois est quand même la très, très majoritaire technique employée. Alors ça c'est juste un petit zoom technique. C'est important, c'est que on ne peut pas faire n'importe quoi quand on construit en bois. Il y a un cadre, il y a des cadres normatifs qui sont en fonction des techniques. Alors, certains le savent déjà, mais si on prend l'ossature bois qui est à gauche, elle est régie par ce qu'on appelle un DTU. Le DTU, je l'évoquerai juste après plus précisément. Vous avez aussi un DTU pour la maçonnerie, vous avez un DTU pour la fermette, vous avez un DTU pour tout un tas de composants de construction. L'ossature bois a son DTU propre. Sur le CLT, alors les panneaux lamellés croisés au milieu, lui, il est régi par ce qu'on appelle comment dire, un avis technique. Excusez-moi, un avis technique. Le poteau-poutre, lui, fait référence à un DTU, plutôt le DTU charpente traditionnel. Alors là, je vous inonde encore d'éléments, mais c'est pour vous dire que quand on construit en bois, je le répète, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est vraiment régi par des règles de l'art que tout professionnel doit connaître. Et donc là, vous avez de manière synthétisée tous les DTU pour construire sa maison ou aménager sa maison avec du bois. On retrouve par exemple sur la terrasse le DTU 51.4, le bardage, le 41.2, pardon. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Vous, demain, si vous devez construire en bois, déjà, assurez-vous que le professionnel que vous sollicitez, il connaisse ces règles de l'art. Au moins qu'il en ait déjà conscience. Les connaître par cœur, bon, pas forcément, mais qu'il en ait déjà conscience. Si par exemple, il vous dit, moi je suis capable de faire de l'ossature bois, mais je ne connais pas le 31.2, il y a quand même anguille sous roche, quoi. Donc il faut être très vigilant. Alors, petit zoom sur l'ossature bois. Alors, pour celles et ceux peut-être qui ne connaissent pas cette technique, donc DTU 31.2, si on prend le schéma ou la photo de gauche ou le schéma de droite, comme je le disais, une ossature porteuse à anthrax régulier avec des montants verticaux et horizontaux qui forment un squelette. Ce squelette est contreventé par un panneau type OSB, comme on le voit ici, c'est ce qu'on appelle le voile de contreventement. Et ensuite, on vient remplir par de l'isolant. Alors souvent, on me pose la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut mettre comme isolant dans une maison bois? Je dirais, on peut tout mettre. On peut tout mettre, on peut effectivement mettre de la laine de verre de manière très classique. Sauf que, petit point de vigilance, souvent ce qui est reproché à la maison bois, à l'ossature bois, c'est sa faible inertie. On est en construction légère, peu d'inertie,
peu de masse, comme ça peut être le cas dans ce bâtiment qui est en béton, il y a une forte masse. Pour des raisons acoustiques et en thermique d'été, c'est plutôt favorable, alors qu'en ossature bois, cette faible inertie peut avoir des inconvénients, et qui plus est, si vous mettez un isolant à faible masse comme la laine de verre, ça peut être un souci en été. Donc attention, petit point de vigilance, si vous construisez en bois, essayez plutôt de favoriser des isolants dits plutôt avec une forte inertie, comme par exemple des isolants type fibre de bois, type ouate de cellulose, et en plus c'est des isolants dits biosourcés, un peu plus naturels, un peu plus performants aussi que la laine de verre. Donc n'hésitez pas aussi à réfléchir à d'autres isolants qui ne sont pas forcément plus chers que la laine de verre. Quand on prend par exemple la ouate de cellulose qui peut être insufflée en atelier, il y a plein de solutions qui peuvent apporter des gains aussi économiques. Et puis je prends aussi la famille des isolants qu'on connaît peut-être un peu moins, comme par exemple la paille. La paille, c'est un isolant qu'on peut très bien aussi incorporer dans une ossature bois. On parle de plus en plus de ces isolants sans forcément en avoir honte, entre guillemets, parce que c'est un vrai isolant qui est caractérisé aujourd'hui avec des vraies valeurs thermiques, et en plus qu'on a partout, proche de nous, à des prix parfois défiant toute concurrence. Donc n'hésitez pas à vous poser ces questions-là, parce que toujours on se dit oui, c'est pas pour moi, moi je reste dans un schéma conventionnel. On peut aussi construire autrement et pas forcément avec de grandes difficultés. Il faut juste s'y intéresser un petit peu. Je reprends la différente décomposition du mur. Donc vous l'avez compris, l'ossature principale, l'isolant principal. Et puis ensuite, on va dérouler d'autres matériaux. Si on prend de côté extérieur, on a ce qu'on appelle un pare-pluie, dont son nom est justement de faire l'étanchéité à l'eau. Et ensuite, on a la lame d'air qui est constituée de tasseaux qui reprennent l'anthrax des montants verticaux. Et ensuite, un bardage. Alors, bardage, on en parlera plus en détail tout à l'heure. On peut effectivement construire, alors ça va de pair, sa maison avec un bardage bois, mais on peut mettre tout un tas aussi d'autres matériaux de parement extérieur autres que le bois. J'insiste aussi là-dessus parce que très souvent, d'ailleurs, quand je dis à des gens, vous savez, vous pouvez construire en bois sans mettre de bardage bois, alors souvent ce qu'on me dit, à quoi ça sert alors de construire en bois? Ça, c'est très français, c'est, je dirais entre guillemets, parce que quand on construit en bois, c'est aussi une forme de démarcation, c'est ne pas faire comme le voisin. Et très souvent, on reste vraiment focalisé sur le bardage bois, mais il y a plein d'associations possibles qui peuvent aussi avoir un intérêt architectural assez intéressant aussi. Mais je reviendrai sur ce sujet avec des photos. Et puis oui, pardon, j'ai pas fini. Et côté intérieur, si on reprend notre ossature, on a ensuite ce qu'on appelle une membrane d'étanchéité à l'air, par vapeur ou frein vapeur. Et ensuite, le plus souvent, pour répondre aux exigences thermiques actuelles, on met une contre-isolation intérieure. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va justement croiser les couches pour gommer les ponts thermiques éventuels des montants d'ossature. Et ensuite, on a plaque de plâtre ou autre. C'est clair pour vous? Vous me dites, hein, si jamais j'ai mal expliqué. Alors justement, les revêtements extérieurs en bois, les bardages, ont aussi leur propre DTU, le 41.2, donc à connaître aussi, évidemment. Et ce DTU 41.2, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il vous dit effectivement qu'on a plusieurs types de lames de bois possibles. Alors là, je vous ai listé de manière assez synthétique les types de lames de bois, alors les lames de bois, hein, de bardage, qu'on peut retrouver aussi bien sur des essences dites naturellement durables, hors aubier. Alors déjà, ne serait-ce que ce terme aubier, hors aubier, j'aurais pu vous faire une conférence sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre de manière simple, c'est que quand on prend un bois, comme je disais au départ, on a plein d'essences différentes, mais toutes n'ont pas le même niveau de durabilité vis-à-vis d'agents pathogènes comme les insectes ou les champignons. On n'a qu'une certaine catégorie d'essences qui ont cette capacité à être résistants. C'est celles qui sont citées ici, moyennant une purge d'une partie du bois qu'on appelle l'aubier. Alors je pense que vous avez tous en tête un tronc coupé sur lequel on voit les cernes. Et parfois, sur certains bois, on discerne deux couleurs différentes. Et souvent, sur la partie externe, on distingue une couleur plus claire. Si je prends l'exemple du chêne ou du Douglas, qui sont des essences assez courantes, quand ils sont fraîchement coupés, on discerne vraiment cette différence de couleur. Et la partie plus claire externe, c'est ce qu'on appelle l'aubier, c'est la partie vivante du bois, où la sève circule. Et cette partie, elle est vulnérable. Elle est dite vulnérable, elle doit être purgée à 100%, si possible, pour justement conserver la partie durable du bois, qui est la partie qu'on appelle le duramen, c'est facile à se souvenir, hein, duramen, durable, et qui, elle, est la seule concernée par son usage en extérieur. C'est pour ça que, point de vigilance, si vous utilisez des essences, certaines essences sans traitement, assurez-vous qu'elles soient purgées d'aubier, si possible à 100%. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc, si on déroule les essences, Douglas, je l'ai dit, le mélèze, le red cedar,
Point important sur le Red Cedar, souvent on le met sur un piédestal de manière un peu exagérée. Le Red Cedar a la même durabilité qu'un Douglas, qu'un Mélèze, il n'est pas supérieur. Voilà, parce que souvent on me dit ah ouais, le Red Cedar il est super, il est mieux. Non, il n'est pas mieux, il a la même durabilité. Après il a simplement peut-être un niveau de stabilité dimensionnelle un peu supérieur, donc il va avoir tendance à moins bouger que d'autres essences. Il a aussi un veinage particulier, il a peut-être moins de nœuds que d'autres essences, mais ça c'est pas lié à sa durabilité, c'est lié à son aspect. Il faut bien dissocier l'aspect et la durabilité. Et puis aussi, certains bois exotiques, j'insiste, certains bois exotiques, c'est pas parce que vous avez un bois exotique face à vous qu'il est forcément durable. Vous avez des bois exotiques qui vont pourrir très rapidement en extérieur, donc attention aussi à bien connaître le type de bois exotique qu'on peut vous proposer. Ensuite, alors j'accélère un petit peu, vous avez d'autres possibilités. Alors là, on n'est plus forcément sur des bois dits naturels, on va leur apporter une durabilité conférée avec des produits, des traitements dits de préservation, comme par exemple le traitement par autoclave, le traitement par haute température, et d'autres traitements un peu plus confidentiels par acétylation, par furfurylation. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les traitements dits de finition. Alors je dissocie finition, préservation, parce que la préservation ne va pas empêcher le bois de changer de couleur, de griser. On y viendra juste après. Ça, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais par exemple, un bois autoclavé, sa couleur, son aspect va évoluer dans le temps. Même s'il a une durabilité conférée par un traitement, le fait d'être exposé aux UV, à l'humidité, ne va pas l'empêcher de griser parce qu'il est traité en autoclave. Mais je reviendrai de manière illustrée tout à l'heure. Parce que justement, des traitements de finition, que ce soit lasure, peinture, saturateur, huile, j'ai un slide sur ça, je vous le montrerai plus en détail, c'est forcément un traitement de surface qui est temporaire et qui a un niveau d'efficacité souvent lié à l'opacité du produit. C'est-à-dire que forcément, quand on est sur des finitions type translucide, lasure, huile, c'est des finitions translucides, elles ont une tenue forcément plus limitée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Plus c'est opaque, plus ça va tenir, et moins ça l'est, et moins ça va tenir. Alors c'est évident quand on le dit, mais quand on discute avec certaines personnes, c'est pas forcément évident. Je reviendrai sur ce sujet juste après. Bon, voilà. Et puis après, vous avez tout un tas de profils différents. C'est ce qui fait la richesse d'un bardage bois, évidemment, qu'il soit vertical, horizontal. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous montrerai plutôt des photos juste après. Différents types de profils par emboîtement. Et puis justement, la question du caractère évolutif du bois quand il est utilisé en extérieur. Ça, c'est un problème. C'est un problème que ce soit auprès de particuliers, auprès d'élus, comme on le disait tout à l'heure, auprès d'architectes, auprès de différentes personnes qui aiment le bois, mais qui ont du mal à accepter ce caractère évolutif lorsqu'il est sans finition. Mais il faut en avoir conscience. Et je pense qu'une des solutions pour l'accepter un peu mieux, c'est de l'anticiper. Vous allez me dire, ah oui d'accord, alors comment on l'anticipe? Alors il faut déjà avoir bien conscience qu'un bardage naturel sans finition, il va griser de manière plus ou moins hétérogène en fonction de deux paramètres, grossièrement. C'est l'architecture du bâtiment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des éléments saillants, est-ce qu'il y a des débords de toit, est-ce qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont faire que le bois va être exposé de manière différenciée. Et le deuxième point essentiel, c'est l'exposition cardinale. On le sait que les façades sud-ouest, comme on le voit sur la photo, sont l'exposition dite médiane des vents de pluie dominants. On sait que c'est sud-ouest, chez nous, en Pays-de-la-Loire, que c'est ces façades qui vont prendre le plus l'eau. Donc on le sait, comme on le voit sur la photo, ça va griser plus, ça va peut-être avoir tendance à noircir s'il y a des points de stagnation d'eau. Donc ça, il faut déjà, on le sait de toute manière. Donc on ne peut pas nous dire « je ne savais pas ». Donc déjà, voilà, première question, élément, est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de choses? Certains l'acceptent, d'autres un peu moins. Et puis, comme je disais, on a des éléments architecturaux qui vont aussi faire que ce grisonnement va être hétérogène, comme ici. Donc une des solutions, c'est justement d'anticiper ce grisonnement naturel par un grisonnement artificiel. C'est une première solution. Et on a trois solutions plus en détail. Ce qu'on appelle du pré-grisonnement avec un saturateur. Alors, le saturateur, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Un saturateur, c'est ni plus ni moins une lasure non filmogène. Je vous la fais courte, mais grossièrement, c'est ce qu'on peut définir comme étant un saturateur, parce qu'il n'y a pas d'un point de vue normatif de définition très claire. Ensuite, on a ce qu'on appelle des autoclaves, donc du bois autoclavé, avec un pigment gris, comme c'est le cas sur la photo de droite. Le saturateur, c'était la photo de gauche. Et puis, on a d'autres solutions qui sont un peu plus confidentielles, qu'on a ce qu'on appelle des bois pré-patinés. On va pré-griser
plutôt dans un champ ou un terrain vague, du bois de manière naturelle. Donc il sera grisé avant pose. Et puis, je reviens sur mon histoire d'architecture. Pour moi, c'est essentiel. L'architecture du bâtiment, la conception du bâtiment a une incidence sur l'acceptation, je dirais, de ce grisonnement. Et si c'est pris en compte, comme c'est le cas ici, on peut avoir une acceptabilité qui est un peu meilleure. On peut se dire, par exemple, je vais cantonner le bois naturel sur les façades pleinement exposées, et les parties qui sont un peu moins exposées, comme on le voit ici au niveau des ouvertures, on va le travailler avec d'autres matériaux. Alors ça paraît bête quand je vous le dis, mais souvent certains n'y pensent pas. On peut aussi se dire que, tout comme la pierre d'ailleurs, on le voit sur la photo, entre le mur et puis la façade un peu en arrière, la pierre est un matériau qui grise aussi, alors pas sur la même échelle de temps, mais la pierre grise aussi. Et on peut se dire qu'un bois grisé avec de la pierre, ça peut aussi bien se marier. Et puis, comme je disais, important, grisonnement et homogène dit forcément exposition pleine. Et là, on peut se dire que potentiellement, ça peut amener une acceptabilité peut-être un peu meilleure. Bon, voilà quelques exemples. Et puis jouer aussi sur les largeurs pour aussi créer un rythme. On peut aussi jouer sur la disposition, les profils du bardage pour aussi faire un peu accepter, rythmer ce gris. Bon, la même chose à la verticale. Oh, j'ai 2 fois le même, c'est bizarre. Donc là, vous avez un exemple de bois qui est en cours de grisonnement, très léger, mais forcément, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est pas la vérité. Il faut bien avoir conscience qu'un bois naturel, quand vous regardez des magazines, l'expo derrière peut-être, certaines photos vous montrent un beau bois mielleux. Il faut bien comprendre qu'un bois naturel, c'est forcément un bois qui grise. Donc là, on a aussi un bois qui est en cours de griser. Et puis, on peut aussi, avec un calpinage particulier, jouer sur les finitions, mettre un bardage avec finition pour essayer peut-être aussi de rythmer la façade. Ça peut être intéressant aussi. Là, on est plutôt sur une extension avec un autoclave pigmenté marron, mais qui ne va pas empêcher le bois de griser, mais qui va l'atténuer quand même les premières années. Alors, les finitions, je voulais quand même vous en parler parce que c'est souvent un des freins à l'usage du bois en extérieur. Le bois, c'est l'entretien. C'est pas le bois qui est l'entretien, c'est sa finition. Alors vous allez me dire, oui, tu joues un petit peu sur les mots, mais c'est quand même ça souvent qui pose souci, c'est la tenue de la finition. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez différents types de finitions qui ont toutes des niveaux de tenue différentes. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, plus c'est opaque, mieux ça tient. Et aujourd'hui, sur des peintures, on a évidemment les meilleures garanties d'aspect de 10 à 15 ans en finition usine. On a même sans doute aussi certains produits naturels qui ont aussi des très bonnes tenues. Parce que je vois Monsieur Billot dans la salle qui pourrait peut-être dire 2 mots tout à l'heure sur le sujet, parce que on a aussi des finitions voilà, qui peuvent tenir avec des peintures, par exemple à partir de rouge de Falin, des choses comme ça, qui fonctionnent aussi très bien. Et puis tout ce qui est, je dirais, lasure, saturateur, huile. Pour ma part, je pense que c'est des solutions qui ne sont pas tenables si on n'accepte pas un niveau de maintenance minimum. C'est pour ça que je prenais l'exemple du saturateur. Si on est sur un saturateur gris, pour moi, ce n'est pas une vraie finition, c'est plutôt une transition. Le saturateur gris, il va jouer ce rôle de transition entre le gris artificiel et le gris naturel. Et je pense honnêtement que tout ce qui est huile, la plupart des huiles ont des tenues trop médiocres aujourd'hui pour, je dirais, être même acceptables en extérieur. Donc je pense que même qu'il faut les bannir. Même si certaines se disent naturelles, je pense qu'il faut quand même une certaine tenue pour qu'un produit soit acceptable en extérieur. Là, vous avez quelques exemples de bardage avec finition plutôt opaque. Alors, on met de côté l'architecture parfois, désolé. Bon, voilà, je montre plutôt des types de façades avec des teintes plus ou moins se rapprochant de l'enduit ou alors avec des couleurs un peu plus soutenues. Bon voilà, c'est simplement vous montrer qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut du bois en extérieur qui ne grise pas, avec des tenues d'aspect qui sont de l'ordre de une quinzaine d'années, seules les finitions type peinture usine ont des tenues satisfaisantes. Faut se le dire. Là, vous avez un exemple d'un bardage qui est en red cedar avec une peinture noire. Et puis, alors là, c'est un peu un ovni, je dirais.
mais je voulais quand même vous le montrer. C'est ce qu'on appelle le bois brûlé. Alors le bois brûlé, si on accepte le côté noir du bois, qui est quand même plutôt du bois carbonisé, je trouve que c'est la solution la plus efficace pour protéger le bois en extérieur. On n'invente rien. Hein, on dit souvent les Japonais l'utilisaient depuis des siècles. Nous-mêmes, chez nous en France, on l'utilise depuis des siècles aussi, mais plutôt par exemple pour brûler les piquets, l'extrémité des piquets dans les campagnes, des choses comme ça, pour améliorer encore la durabilité des bois. Ça, c'est des techniques qui se développent et qui sont tout à fait utilisables aujourd'hui. Alors souvent, le brûlage du bois qui a certaines nuances. On peut être comme les photos du bas, très carbonisées à peu carbonisées. Souvent, on les associe à une finition type huile de térébenthine ou autre pour fixer le carbone puis éviter de se tacher parce qu'évidemment, ça peut faire mal au niveau des vêtements. Autre type de bardage, vous avez effectivement aussi la famille des bardeaux. Alors les bardeaux, c'est ce qu'on appelle dans certaines régions les tuiles de bois parce qu'elles sont plutôt souvent utilisées en toiture, mais on peut aussi très bien les utiliser en façade. Et avec une technique dite plutôt traditionnelle, on peut amener aussi une certaine modernité avec un matériau séculaire. En l'occurrence, ici, c'est un châtaignier fendu, parce que le châtaignier fendu, c'est le meilleur procédé qui permet d'avoir la meilleure durabilité dans le temps. Et là, on le retrouve aussi bien en façade, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on le retrouve aussi en toiture. Et la tenue dans le temps, elle est assez exceptionnelle, hein, parce qu'on a des exemples, par exemple sur le mont Saint-Michel, la plupart des toitures du mont Saint-Michel sont faites en tuiles de bois. Si vous y allez un jour ou y retournez, vous ferez attention. Et en général, il les change, en tout cas, il les retourne tous les 50 ans. Il y a une première phase 50 ans, et on retourne et on repart pour 50 ans. Donc c'est quand même assez efficace. Et puis on peut l'associer à d'autres matériaux, avec quand même des points de vigilance. Le châtaignier est une essence qu'on appelle tannique. Donc elle a tendance à avoir des coulures de tanin si le bois n'est pas suffisamment sec. Donc attention à certains métaux qui peuvent être tachés, ou certains enduits qui peuvent être tachés par le tanin du châtaignier, et du chêne aussi d'ailleurs, si le bois n'est pas suffisamment sec. Après, on a la famille des panneaux. Alors les panneaux, je passe assez rapidement, mais on en a toute une famille, alors que ce soit les panneaux composites comme ici, avec des couleurs plus claires comme ici. C'est encore du composite. Non, c'est du ciment, pardon. Et puis, je ne les ai pas mis en image, mais on a aussi certains contreplaqués. Et grossièrement, vous avez les trois principaux panneaux. Alors, je mets de côté les panneaux 3 plis aussi qui existent, mais qui sont pour moi pas forcément adaptés en bardage dans notre région. Et puis pour finir, sur les revêtements extérieurs, sur construction bois, vous avez évidemment tout le reste, tout ce qui n'est pas bois. On peut très bien construire en bois avec un enduit dessus. Ça paraît bizarre de le montrer, mais j'insiste aussi, on peut le faire, donc il faut l'avoir en tête. Et on peut aussi associer le bois à de l'enduit. Là, en l'occurrence, c'est une construction isolée en paille, avec un enduit plutôt à base plutôt à base de chaux et puis de terre, avec un bardage bois sur certaines façades. Donc on peut vraiment associer tous les matériaux, donc il ne faut pas hésiter à l'envisager. Alors ça, c'est plus atypique et plus nord-américain, donc tout ce qui est plaquettes de parement qui ne sont pas très, très développées chez nous, je pense pour des raisons assez évidentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis d'autres matériaux qui sont aussi, et heureusement, restés confidentiels relativement, c'est tout ce qui est bardage à base de fibres. Je ne citerai pas de marque, mais elle est très connue, qui amène un aspect bois, mais on voit bien, hein, on voit les joints au niveau des bardages, c'est un peu disgracieux quand même. Hein. Donc c'est une solution, mais qui est pas, que je trouve pas très très esthétique aussi. Et puis tout ce qui est bardage à base de métal, que ce soit le zinc ou le zinc avec du bois, ou du bac acier, ou du bac acier avec du panneau. Vous voyez, on peut marier tous les parements, donc ça, il faut bien l'avoir en tête.